c'est parti. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Avant de passer la parole à nos deux speakers, David et Erwan, ici présents, je tiens à me présenter. Je suis Elsa De Sagne, je suis basée à New York. Je fais partie de l'équipe des 27 Relationship Managers de French Founders. Nous sommes tous répartis à travers le monde pour prendre soin de nos 4000 membres et de la communauté qui s'élargit chaque jour. Donc, si certains d'entre vous ne sont pas encore membres, il est plus que jamais temps de nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que la raison d'être de French Founders, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de favoriser le partage d'expériences tel que celui-ci pour un enrichissement mutuel. Alors, comment ça se passe ? French Founders s'appuie sur des piliers fondamentaux que sont l'entraide, utile en ce moment, le courage et la bienveillance. Et comment on fait ? On décloisonne les relations en créant des opportunités entre nos différents membres partout dans le monde via des connexions business. Donc voilà pour la page de pub. Pour en savoir plus, c'est sur notre site. Nous sommes connectés en live stream. Nous sommes en ce moment 133, 4, 5, 6, 7, 8. Ça monte, le chiffre monte. Je me permets donc de rappeler quelques règles de bienséance interactive. Donc pour ceux dont c'est la première fois, rassurez-vous, tout va bien se passer. Zoom est un outil assez facile. Pour ceux qui sont habitués depuis quelques semaines à utiliser cet outil, ça va bien se passer aussi. Donc, ce live stream va durer 1 heure avec une priorité donnée aux échanges et au Q&A. Il est enregistré et il sera proposé en replay sur notre plateforme. Pour les membres qui n'ont pas pu se connecter, donc j'en profite pour les saluer au passage dans le replay, saluer la West Coast, saluer tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, saluer les membres asiatiques qui ont décidé de se coucher plus tôt. Donc, vos micros sont tous coupés pour l'instant, sauf ceux de David et d'Erwan, à qui je vais donner la parole et qui se présenteront tous les deux. Vous disposez en bas de votre écran ou sur votre téléphone, enfin, quel que soit le channel que vous utilisez, le média que vous utilisez plusieurs boutons, vous disposez de plusieurs boutons, un bouton de chat, qui permet de faire des petits commentaires. Je pense que tout le monde a bien compris comment l'utiliser. Il y a une modération, il y a une possibilité pour adresser un message aux panélistes ou alors all panelists and attendees, conférenciers et participants, spectateurs, pour que tout le monde puisse le partager. Il y a un bouton Raise Hand, mais on est déjà près de 200, donc on évitera la prise de parole personnelle. On est un petit peu trop nombreux et je pense qu'il vaut mieux que vous envoyiez vos questions via le bouton Q&A. Je les centraliserai. Erwan fera une modération et fera un ping-pong avec David. Donc voilà, j'ai assez parlé. Je passe le relais à Erwan Rambourg et à David Bavray. À vous, Cognac G. Merci beaucoup, Elsa. Erwan Rambourg ici. Donc, je voulais simplement me présenter rapidement. Je suis basé à New York. J'ai été basé à Hong Kong pendant pas mal de temps. J'ai bougé il y a à peu près 4 ans maintenant. Et je travaillais dans le marketing dans des sociétés de luxe pendant pas mal de temps. Et là, je travaille dans une banque et j'écris de la recherche sur les biens de consommation en général et sur le luxe en particulier. Je suis membre de French Founders depuis 3 ans. Et évidemment, très heureux aujourd'hui d'accueillir David, qui est un ami de longue date. Nous nous sommes rencontrés à Hong Kong. En fait, David, lorsque je lui ai dit que je quittais Hong Kong pour m'installer à New York, m'a dit « Écoute, on peut rester amis, on peut encore se parler. Le seul problème, c'est que tu auras changé de siècle. » C'est-à-dire que moi, je repars dans le XXe siècle et David reste dans le siècle actuel. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas David, David est un investisseur de longue date. Il était basé à Londres chez Fidelity pendant pas mal de temps avant de monter son propre fonds. Et là, je pense que ça fait près de 10 ans, David, que tu es basé à Hong Kong, 8 à 10 ans de mémoire, en tant qu'investisseur privé, aidant des startups à se développer et aussi te focalisant sur les gaps entre l'Asie et l'Occident. David est également notamment l'auteur de 2 livres. Un premier livre qui s'appelait Génération Tonique et un deuxième livre qui s'appelle Paris-Pékin Express, qui était en fait l'histoire de David accompagnant le futur président de la République lors de son premier vol Paris-Pékin pour expliquer au président entrant quels étaient les fondamentaux de la Chine. Je pense que ce qu'il faut connaître de David, avant tout, c'est son côté très optimiste et cette idée que dans toute crise, il y a une opportunité.
Et je pense que justement la crise d'aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui est d'essayer de voir avec David quelles peuvent être les opportunités suite à ce développement du virus, tout d'abord en Chine, puis dans le reste du monde. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir David aujourd'hui. Et je voulais démarrer par une question qui est plus une question macro en termes qui nous permettra de poser le contexte, qui est de regarder que aujourd'hui, la Chine, face au virus, semble avoir plus ou moins réglé le problème au bout de 6 semaines. Je pense que si vous regardez les compteurs aujourd'hui, il y a à peu près 80 000 cas de virus en Chine, mais très peu d'augmentation. Il y a un peu de rechute ici et là avec des expats qui rentrent à Hong Kong et dans des villes de Chine continentale. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une stabilité du nombre de cas, alors qu'a priori, aujourd'hui, on va passer les 400 000 cas au niveau global. Ce que ça veut dire, c'est que la Chine représentera bientôt moins de 20% des cas dans le monde du virus. Et donc, c'est peut-être un exemple, David, si tu peux nous expliquer un peu comment l'administration publique a réglé le problème aussi rapidement et ce qu'on peut en tirer comme enseignement et comme potentiel incident sur tout ce qui est consommation et tout ce qui est confiance du consommateur en Chine. Je te laisse la parole. Bon, grand merci. D'abord, bienvenue à tous. Je suis optimiste, mais j'aime bien Billy Wilder. J'adore ses films. Et c'est lui qui disait les optimistes finissent à Auschwitz et les pessimistes finissent à Hollywood. Donc, je suis désolé, mais d'abord, je vais être très noir parce que la crise que nous affrontons est absolument sans précédent. Elle est triple, elle est sanitaire, elle est économique et elle est financière. Donc, personne ne peut adresser les trois dimensions. Le problème qu'on a, nous, investisseurs financiers, c'est que le sanitaire, on n'y connaît rien et que les sanitaires ne connaissent rien à l'économie et à la finance. Le message positif que je peux vous adresser d'Asie aux États-Unis, c'est que cette crise sanitaire, si on a une population civique, on la résout. C'est ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'a fait la Corée du Sud, c'est ce qu'a fait Taïwan, ce qu'ont fait Taïwan, Hong Kong et Singapour. Mais pour ça, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et quand on dit aux New-Yorkais qu'il ne faut pas sortir de chez eux pendant 6 semaines, il faut absolument être compliant. Parce qu'autrement, aux US, c'est 2 millions de morts, d'après ce que disent les médecins. Et ça va être un drame. Ça va être un drame comme la fièvre espagnole de 1918. Donc, il faut absolument, et le problème que vous avez, c'est que vous avez un gouvernement, aussi bien au UK qu'aux US, qui ne comprend pas et qui prouve qu'on a déjà le message en 2009 que le monde basculait vers l'Asie. Et là, on a un phénomène naturel face auquel on voit le leadership mondial et maintenant en Asie et non plus au UK et aux US, comme moi j'ai été éduqué. Le meilleur exemple que vous avez, c'est qu'aujourd'hui en Europe, vous avez des avions de la Jack Ma Foundation, le fondateur de Alibaba, qui atterrissent avec des masques et des ventilateurs pour nous sauver, nous Européens, quand dans les années 1960, c'était les avions américains qui venaient livrer de la nourriture aux Berlinois pendant le blocus de Berlin. Donc le premier message, c'est qu'il y a une crise sanitaire, et la principale incertitude qu'on a sont les Américains. Les Anglais dans une moindre mesure, parce qu'ils comptent moins, mais les États-Unis, ça compte énormément. Donc il faut absolument. Et vous avez le message des Californiens qui, depuis une semaine, ont exactement le même comportement qu'à Paris, avant même que le gouverneur prenne des décisions. Donc ça, c'est le premier point. Le second, la crise économique, elle va être terrible. On vous ment sur la magnitude. Donc vous, entrepreneurs, il faut que vous ayez vraiment 3 à 6 mois de cash devant vous, parce qu'autrement, vous n'allez sans doute pas résister. Vous avez une idée, 2009, c'est moins 1% de PNB mondial. Aujourd'hui, on va osciller entre moins 5 et moins 10. Moins 10, c'est vraiment la cata. Si on a la troisième crise, qui est la crise financière, mais à laquelle on devrait normalement échapper, compte tenu de ce que font les États-Unis, la Fed et le gouvernement. La Fed a annoncé 2 trillions de dollars. Ils vont doubler à 4, c'est ce qu'attend le marché. Et le gouvernement, le Congrès va passer un autre 2 trillions. Ça fait 6 trillions. 6 trillions, c'est 30% de PNB américain. Il faut mettre 30% de PNB américain pour éviter 1929. Donc, j'en finis avec l'optimisme, Erwan, dont tu as voulu m'affubler, pour vous dire que, naturellement, dans toute crise, on va survivre.
et il y a des opportunités à saisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de ramener les choses très, très compliquées à des choses très simples. Cette crise, en fait, pour moi, elle n'a qu'un message. C'est le message qu'on n'a pas voulu entendre en 2009. C'est que nous sommes, nous, occidentaux, et je mets les Américains et les Européens dans le même sac, nous sommes 700 millions à vivre en privilégié et nous ne comprenons pas que nous passons d'un monde de 700 millions à 7 milliards. Et donc, on n'a toujours pas compris que l'iPhone que nous achetons est fait par un type en Chine dont le voisin mange un pangolin. Un pangolin, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais entendu parler de cet animal. C'est un animal qui aujourd'hui fout la planète en l'air, fout l'économie mondiale en l'air. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre à 7 milliards plutôt qu'à 700 millions. Alors, vous allez avoir au cours des semaines et mois à venir tout un tas d'intellos beaucoup plus intelligents que moi qui vont dire que la solution, c'est la décroissance et tout le tralala, les intermondialistes, la fin de la mondialisation. Je suis complètement opposé à cette théorie et je crois que la solution est en une phrase qui est l'accélération de la digitalisation. Et c'est pour ça que je prends la parole ce soir. C'est pour vous dire, vous, French Founders qui créez des sociétés, on a un truc absolument extraordinaire qui s'appelle la révolution digitale, qui n'a un précédent qu'en 1850 avec la révolution industrielle, et dont on n'a rien vu dans les 10 dernières années, parce qu'elle s'est limitée au smartphone, à très peu d'industries, essentiellement les médias, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais enfin, les médias c'est tout petit dans tout le monde, le commerce et les loisirs. Et cette révolution digitale n'a absolument pas touché tous les autres domaines de l'économie, qui sont la finance, qui sont la santé, qui sont l'éducation, qui sont les business services. Et c'est ça qu'on a devant nous. Donc très concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce qui a commencé pour vous à New York, et ce qui va se passer dans les 6 prochaines semaines, c'est que vous allez découvrir essentiellement 3 choses. 1, le télétravail. Mais le télétravail tous les jours, pas de temps en temps, tous les jours. Deuxièmement, si vous avez des enfants, l'e-learning, parce que c'est la seule manière d'éduquer les enfants quand vous êtes confiné dans le test. Et troisièmement, si vous tombez malade, la télémédecine. Alors c'est intéressant. Pourquoi ces 3 aspects? Parce que ces 3 aspects de votre vie quotidienne s'attaquent aux bulles d'inflation, de coûts les plus débiles des dernières années. Le télétravail, c'est la réponse à la super inflation immobilière. Aujourd'hui, BNP à Paris essaie de vendre, avant cette crise, essayait de vendre tous ses prime real estate d'office en disant le flexi-travail va nous permettre de réduire le besoin en immobilier de 30%. Donc, votre structure de coût quand vous avez une boîte, le coût de l'immobilier de bureau est complètement débile, vous allez apprendre à le contourner. L'éducation, vous êtes aux US. Aux US, un MBA, c'est 100 000 US par an. Ça a une NPV négative, même quand vous faites votre MBA en finance à Wharton. Avec des executive online courses, vous pouvez prendre 4 cours, ça vous coûte 2000 US le cours. Pour 8 000 $, vous avez l'équivalent du MBA. Parce que vous avez fait un Netflix, vous avez choisi que ce que vous vouliez. La télémédecine, moi je vis à Hong Kong, le problème du corona, on l'a résolu en dépensant 4,5% de PNB. Vous, aux US, vous en dépensez 20 et on me dit que vous êtes incapable de résoudre le problème. Donc, vous allez réfléchir, vous avez une chance incroyable dans ce malheur, c'est que vous n'aurez jamais, je pense, dans le restant de votre existence, 4 à 6 semaines, vous avez la denrée la plus rare disponible, ça s'appelle le temps. On passe toutes nos journées à courir après le temps, là vous l'avez, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans ma structure, dans la manière dont je vis, quelle est la structure de coût la plus inadmissible, la plus intolérable, surtout pour 7 milliards d'habitants, et qu'est-ce que je peux inventer, moi, French Founder, comme solution qui, par définition, devrait avoir du digital, parce que pour partager et réduire une structure, il faut du digital. Et c'est là que vous allez générer des idées. Donc, ne partez pas. On a passé les 10 dernières années à essayer de digitaliser une offre analogue. Là, vous avez une chance incroyable, 4 à 6 semaines, pour partir de scratch et pour dire, je dois, dès le début, inventer une offre digitale. Donc voilà pourquoi les 4 à 6 semaines que vous avez devant vous, normalement, devraient être passionnantes. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple, David, de business model qui était en avance en Chine par rapport à l'Occident et qui aujourd'hui, où la différence s'accélère suite au virus?
Est-ce qu'il y a des contre-exemples de business models occidentaux que l'Asie n'a pas adopté? Ben là, tu n'as pas de chance, malheureusement, Erwan, parce que je vais défoncer ton grand employeur, les banques. Les banques, on a essayé de faire de la fintech, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre de la technologie sur une offre analogue. Et vous noterez qu'il n'y a aucune grande fintech au monde occidental. En Chine, on en a une, qui s'appelle, enfin, on a plus d'une, mais il y en a une notamment qui s'appelle Ant Financial Services, qui va être listée en bourse dès qu'on sera revenu à un monde à peu près grec pour 150 milliards de dollars US. La finance, c'est quoi? Quand on voit une banque comme HSBC, elle ne gagne de l'argent que dans 3 métiers. Les paiements, le prêt aux PME et l'asset management. Le paiement, vous qui êtes à New York, il y a un truc absolument incroyable. C'est à peu près il y a un mois, votre maire a dit qu'il interdisait aux magasins de ne pas prendre le cash. Parce que c'était une mesure, il pensait, sociale, parce que les pauvres n'ont pas de compte bancaire et donc ne peuvent pas avoir de carte de crédit. En Chine, la TechFin, par opposition à la FinTech, donc la nouvelle finance à partir de la tech, a permis par Alipay, c'est-à-dire sur votre smartphone, de payer sans aucun compte bancaire. Donc la solution inclusive pour 7 milliards de gens, elle se fait par le téléphone portable, elle se fait par la Chine. Deuxième exemple, vous avez un énorme problème, là, vous, French Founder, vous allez voir, vous faites partie de supply chain qui vont sauter dans les 3 prochains mois parce qu'il n'y a pas de working capital et les boîtes vont crever les unes après les autres. Une société comme Foxconn a demandé à une société hongkongaise fondée sur la blockchain, elle a dit, moi je veux financer ma supply chain, moi-même parce que je sais que le banque ne va pas le faire. Mais je ne veux financer que ma supply chain. Donc qu'est-ce que je fais? C'est je veux affacturer toutes les commandes dans ma supply chain. Donc, quand j'émets une facture, je paye, je vais emprunter des milliards sur les marchés à 0%, parce que les taux sont à 0. Je vais faire de la facturage, mais seulement à 5%, auprès de mes fournisseurs, mais seulement pour mes factures. Et ça, il faut que ce soit backé par la blockchain. Troisième exemple, l'asset management. Donc là, avec l'écroulement du marché, c'est une industrie qui est morte. Ce qui va se passer en Chine, c'est que toi, Erwan, tu vas aller acheter tu vas aller chez Nike, acheter tes chaussures Nike, tu vas les acheter sur Alipay, et Alipay va savoir que tu es dans la boutique Nike et que tu viens d'acheter une chaussure Nike. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire à la sortie, tu as aimé la chaussure, si tu veux, tu devrais acheter l'action. Et là, on va te bombarder d'un chart qui va te dire, vous voyez, le chart, il vient de la moyenne mobile, il vient de la passer, donc c'est achat. Et en plus, vous savez quoi? Il y a Erwan d'HSBC qui vient de passer à Strong Buy. Il y a la note de 40 pages si vous voulez la lire. Et by the way, plutôt que d'aller chez HSBC pour trader, moi, Alipay, je suis broker et je te fais la transaction pour rien du tout. Donc, toute l'idée, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il faut penser à des idées où vous désagrégez la value chain et vous dites, j'enlève tout ce pourquoi je paye alors que je ne devrais pas. Et là, à travers les exemples de TechFin que je viens d'évoquer, il faut que tu dématérialises la production pour 2 raisons. Un, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et puis deuxièmement, parce que si je fais ça, je n'ai pas un mangeur de pangolin qui m'a même une usine en l'air. Donc voilà des exemples concrets et l'exemple du maire de New York qui résonne encore complètement au XXe siècle en disant il faut avoir un compte bancaire pour pouvoir payer une carte de crédit, tu vois bien qu'en Chine, la Chine franchit un siècle et dépasse le monde occidental. Donc, je pense qu'on a changé, il y a un vrai changement de décennie et il y a un vrai gap, en effet, entre le côté cashless en Asie et ce qu'on peut voir ici aux États-Unis. Je pense que la dernière fois qu'on a discuté, tu avais évoqué les 3D, la révolution des 3D, donc la digitalisation, la dématérialisation et la désintermédiation, c'est très, très, très compliqué, de la distribution. Est-ce que tu peux parler un peu justement des aspects de production et des aspects de distribution? C'est-à-dire comment substituer les intermédiaires, comment éliminer les intermédiaires? Alors, pour être un peu schématique, vous, French Founder, vous avez tous créé des boîtes, ils font 3 choses. Vous avez dû faire 3 choses. Vous avez dû concevoir un produit avec à l'intérieur d'une value chain, et c'est ce que j'appelle la désagrégation, c'est-à-dire qu'il faut
il faut, dans cette value chain, prendre ce pourquoi et uniquement ce pourquoi le client est prêt à payer. Je vais raconter une histoire pour que vous compreniez, qui est dans mon bouquin. C'est une histoire qui est arrivée à un de mes copains à Shanghai il y a 5-6 ans. Il sort à samedi soir à 1h du matin, bien bourré d'un resto, donc il ne pouvait pas conduire sa voiture. Il appelle, à l'époque il y avait Uber, il appelle Uber, il y a une Ferrari qui débarque. Donc il monte dans la Ferrari, le type le ramène, il dit, mais au feu rouge, il dit au type, attendez, je ne comprends pas, Ferrari, vous êtes Uber, qu'est-ce que c'est que ce business? Et le type lui répond, il dit, non mais moi je ne suis pas du tout Uber, je suis CEO d'une boîte d'e-commerce. Et mon copain, il dit, mais vous venez quand même de me prendre. Et il dit, oui, bien sûr, tous les soirs quand je rentre chez moi, je prends un type qui par Uber. Et mon copain, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Il a dit, faut bien qu'il y ait un pauvre con qui paye pour l'essence. Donc un Chinois, c'est prêt à mettre $1 million US dans une Ferrari pour son statut symbole, mais ça refuse de payer pour l'essence parce que ça n'apporte rien en termes de statut symbole. Donc, c'est le business model du médecin. Je paye mon médecin tant que je suis en bonne santé. Quand je tombe malade, j'arrête de le payer parce qu'il n'a pas fait son boulot. Et je recommence à le payer que quand j'ai fini avec le corona. Donc ça, c'est le premier truc. Quand vous prenez votre chaîne de valeur et vous dites, vous êtes déjà grec, je ne regarde que ce pourquoi le client est vraiment prêt à payer. Le second, la production, c'est ce que je viens de décrire. Il faut absolument dématérialiser le maximum. Et là, naturellement, ce qui va être absolument génial dans les 10 prochaines années, c'est les objets connectés, hardware et software, qu'on va mélanger en Chine, dans le Guangdong au nord de Hong Kong, autour de Shenzhen, là où les US sont incapables de faire du hardware. Donc les Chinois vont faire software et hardware et ils vont être en avance sur les US, ça j'en suis persuadé. Mais d'une manière générale, de même que les 10 dernières années, vous pouvez les résumer en un mot qui est smartphone, parce que c'est ça qui a complètement changé de vie, les 10 prochaines années, ça ne tient qu'à un mot qui est data, sur les données. Et donc il faut absolument que vous deveniez le meilleur job, la meilleure boîte à fonder. Il y a 2 boîtes à fonder pour les 10 prochaines années. Il y a celle de data purchaser. Chaque boîte va être obligée d'avoir un data purchaser pour acheter les vraies données qui lui permettent de connaître ses clients beaucoup mieux. Comme il y avait chez Carrefour il y a 30 ans, il y avait le purchasing manager qui choisissait les fournisseurs. Et puis, il va y avoir, et c'est un truc qu'il faut absolument, pour ceux qui nous écoutent d'Europe, c'est un truc qu'il faut absolument monter, il faut qu'on monte des data coopératives. C'est-à-dire que moi, mes données, je ne sais pas combien elles valent et je ne les vends pas. Donc, il faut absolument qu'on monte une coopérative avec, il y aura les données d'Erwan, il y aura les données d'Elsa, et qu'on aille voir toutes les marques, on aille voir tous les Facebook data en disant combien pour mes données. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en 1850. En 1850, on a créé d'immenses usines dans lesquelles il y a un patron et puis 10 000 employés. Et 10 000 employés, ils se faisaient avoir. Comme on s'est fait avoir par Facebook les 10 dernières années. Puis à un moment, ils ont créé un syndicat en disant à 10 000, on va pouvoir gueuler contre le patron. Eh bien, nous, consommateurs qui avons nos données, il faut qu'on se rebelle face aux GAFA en disant maintenant, vous devez payer. Donc ça, c'est le second aspect, dématérialiser la production. Et puis le troisième, c'est que votre produit, une fois que vous l'avez conçu et que vous l'avez produit, il faut le vendre. Et le vendre, il faut désintermédier tous ces business de wholesale sans aucune valeur ajoutée. Et ça, c'est la Chine qui gagne encore une fois, parce que vous, aux US, vous êtes en train d'essayer de passer de e-commerce à m-commerce, quand nous, Chinois, on est déjà en train de passer de m-commerce à social commerce. Donc, exemple très concret, Erwan, Nike vient de dire « je pars d'Amazon ». Alors que Nike est encore sur WeChat. Et pourquoi? Parce que Amazon, en anglais on dit Amazon allows buying, WeChat allows shopping. Donc les Américains qui commençaient son super Boeing ne sont qu'à vous permettre de faire les achats. Donc le caddie au supermarché l'après-midi, c'est ça ce que fait Amazon. Alors que les Chinois qui sont vraiment, ce qu'on croit, très fun, veulent se marrer pendant qu'ils font leur shopping. Et ça, c'est le social commerce. Et c'est pour ça qu'il y a un KOL, etc. On s'amuse, on fait des concours, et j'achète. Donc, on voit, et ça permet de faire du direct to consumer. Si je reviens à mon propos précédent sur les données, tout s'imbrique. La dématérialisation de la production va aller avec la désintermédiation direct to consumer. Je connais mon consommateur parce que je lui ai fait un social commerce où il se marre avec ses copains et ses copines. Et c'est là que je gagne. C'est là que moi, Marc, je deviens sa nouvelle famille. Donc les US, c'est pour ça que, Erwan, tu es au XXe siècle, parce que tu es dans le pays des Friends and Family, de la seconde moitié du XXe,
Et les Chinois, qui sont des enfants uniques, doivent se recréer leur Friends and Family. Et ça peut se faire quand tu es enfant unique que par le digital. Dans ce contexte-là, quel est le rôle du brick and mortar? C'est-à-dire si on pense à nos amis du luxe et d'autres business models qui sont essentiellement sur de la distribution physique, comment est-ce que tu vois cette évolution-là par rapport aux ventes en ligne? Le brick and mortar, le meilleur exemple, c'est Zara. Zara n'a jamais fait de pub et le propriétaire de Zara, est là, après Bernard Arnault, c'est le second type le plus riche en Europe. Donc, il a quand même quelque chose de juste. Et il a, lui, un business model très différent où il dit le top-end brick and mortar est créateur de marque. Et donc, il achète maintenant, il a des dividendes, il y a 4 milliards d'euros de dividendes qui tombent par an, et il a acheté partout dans le monde le prime commercial real estate. Donc, il possède un tiers d'Oxford Street à Londres. Et ça j'y crois beaucoup parce qu'il va toujours falloir des boutiques, mais qui vont être, c'est des boutiques qui, on est passé de produits à services, de services à expérience, et les meilleurs sont ceux qui vont gagner, sont ceux qui vont passer d'expérience à transformation. Et ça va pouvoir se faire que dans des boutiques où tu vas aller et tu vas dire, waouh, un peu, je ne sais pas si vous l'avez aux US, Team Lab, le groupe d'art japonais, qui avait cette expo à la Pace Gallery à Pékin, puis ensuite à La Villette à Paris, où tu te retrouve dans une pièce enfermée, il y a 6 murs, et je balance sur tous les murs un film de Nymphéa de Monet qui bouge. Et toutes les jeunes filles se ramènent en robe blanche et elles sont au milieu d'un bain et le copain fait des selfies. Et ils sortent de ça en disant on a passé un week-end dément à la campagne. Et ça va être ça. Donc le real estate, comme je dis, est une bulle totale. Alors avec des taux d'intérêt à zéro pour l'éternité, ça ne va pas vraiment baisser malheureusement. Mais c'est sûr que si tu as hérité de ta grand-mère un bar tabac au fin fond de la Creuse, ça ne va pas monter. D'accord, merci pour les exemples assez concrets. Je vais te poser une dernière question, puis je vois maintenant qu'il y a pas mal de questions sur le fil, donc je passerai aux questions des personnes qui se sont connectées. Encore merci, je vois qu'on est 250 répartis en Asie, en Europe et aux Amériques, donc Amérique du Nord, Mexique et autres. Je voulais juste, par rapport à French Founders et donc à des entrepreneurs français, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui certains business models made in France pour aborder la grande Chine post-Covid? Est-ce que tu vois certains avantages? Est-ce que tu vois certains business models qui sont pertinents? Alors, nous, en tant que Français, on a un peu raté les 10 dernières années dans l'ensemble parce qu'on a 30 milliards de déficit alors que les Allemands ont 20 milliards de surplus. Donc, on se dit qu'on a eu un truc un peu faux. Les 10 prochaines années, je crois qu'on a des opportunités incroyables. La première, c'est, d'un point de vue que je ferai une différenciation entre B2C et B2B. B2C, l'argent, il y a une anomalie totale en Chine, c'est que l'argent est chez les jeunes. On n'y est absolument pas habitué parce que chez nous, l'argent est chez les vieux. Et ce jeune, aujourd'hui, est complètement paumé. Parce qu'il a été éduqué en fonction d'une seule valeur qui est la famille. Et que c'est ce qu'il y a de plus important. Et la famille, c'est ce qu'il déteste le plus. Parce qu'il est enfant unique. Et que ses parents qui ne sont pas sur Internet sont des arrière-grands-parents. Et donc, il est complètement paumé. Donc, nous avons, ce que Gucci a fait, nous avons, la possibilité, de par notre culture, d'arriver et de créer sa nouvelle famille, sa famille virtuelle. Et donc, c'est là où nos marques peuvent être nos marques européennes peuvent être beaucoup plus puissantes que les marques américaines, je crois, compte tenu de la guerre entre la Chine et les US qui va durer 20 ou 30 ans. On a, nous, une opportunité de leur dire, voilà, c'est ça la vie. Donc ça, c'est pour la partie B2C. Autrement dit, toute la réflexion sur purpose, etc., quel sens donner, la marque remplace la famille. C'est ça qui va permettre à des marques vraiment de cartonner en Chine. Et donc, les très bons exemples, c'est Gucci, c'est Starbucks, c'est Nike. C'est pour ça que ces marques sont inattaquables en Chine par une marque chinoise. Sur le plan B2B, l'immense opportunité, c'est celle de la tech. C'est-à-dire que nous sommes faits, nous Européens et nous surtout Français, on est bourrés de tech, on est super bons en tech et on n'a pas eu le choix que d'aller aux US.
dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, si vous avez de la tech en France, vous pouvez faire une auction. Vous dites, donc quand je dis qu'il faut créer des coopératives de données, une fois qu'on sera mis et qu'on sera 10 000 à avoir des super données sur nous tous, on va appeler Google et Alibaba. Et puis on va faire une auction et on va les mettre en concurrence. Et on arrivera et on dira au Chinois, tu sais quoi, ce software qui m'a permis d'obtenir tous ces données, on va les faire. Et j'ai tous ces objets que je voudrais faire. Je n'ai pas envie de les faire en France parce que, je ne sais pas quoi, pas le droit de bosser plus. On fait ça dans le Guangdong, au nord de Hong Kong, et on construit ce qui va être l'équivalent de l'Allemagne, une région de 80 millions de personnes qui vont avoir un PIB de 50 000 US par tête. Donc le Guangdong, la Greater Bay Area, la région de Shenzhen dans les 10 prochaines années, c'est la Californie d'il y a 30 ans, c'est l'endroit le plus fascinant où habiter pour les 10 prochaines années. D'accord, donc a priori, tu n'es pas prêt de bouger, quoi. Alors, ça bouge en permanence autour de moi, j'essaie de rester stable. C'est comme le gardien de foot, il est prouvé que quand il y a un penalty, s'il ne bougeait pas plutôt que de plonger à droite ou à gauche, il aurait plus de chances d'arrêter la balle. Donc, dans un monde de tarés qui bouge dans tous les sens, j'essaie de garder raison et de ne pas trop bouger. Mais ça bouge beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, David. Je vais passer à certaines questions des personnes en ligne. Donc, première question que je te donne de la part de Jaco. Je comprends le besoin de digitaliser et de dématérialiser, mais cette crise met aussi le focus sur la négativité de la globalisation et des risques des supply chains mondiales. Est-ce que le futur va vers des circuits plus courts et des pays et des économies plus fermés? Est-ce qu'il y aura des idées d'entrepreneuriat dans ce sens? C'est vrai que moi, ça me rappelle toute cette mode de locavore et de 0 km en Italie et ailleurs, où en effet, tu as des supply chains qui sont très proches des lieux de consommation. Donc, voilà la question de Jaco. Ouais, alors, on ne va pas défaire entièrement, parce que je sais bien qu'il y a plein de gens qui disent qu'on va vivre complètement différemment, mais la réalité, ce n'est pas ça. On ne va pas défaire ce qu'on a fait depuis 20 ans. Mais par contre, de manière incrémentale, on va essayer de raisonner différemment. Donc, de manière incrémentale, on va s'efforcer, par exemple, de ne plus être 100% dépendant de la Chine dans notre supply chain. On va essayer effectivement d'avoir des réseaux les plus courts possibles. On va essayer d'avoir du dual sourcing, puisque les 10 dernières années, on a fait beaucoup de single sourcing pour améliorer les marges. Tout ça va aller dans un sens, ce n'est pas une démondialisation, parce que ça, j'y crois pas, c'est on pourrait dire un remodeling de la mondialisation. Parce qu'on va continuer à dire qu'il y a des choses qu'on peut faire dans un endroit du monde et pas dans l'autre, mais on va, je pense, c'est de manière incrémentale qu'on va dire, au lieu de faire une nouvelle usine pour 10 000 chaussures en Chine, ça n'en fait plus. Je vais en fait commencer par des unités de 1000 qui vont être éparpillées dans différents endroits. Et ça va être possible que si, d'un point de vue logistique, on s'améliore énormément. Et là, la blockchain en matière de logistique est sur un boulevard. Donc, la blockchain pour les 10 prochaines années, c'est un truc auquel je crois à fond, parce que c'est ça qui va permettre de, je pense, pouvoir repenser toute la chaîne logistique. D'accord. Merci. On verra avec Jaco si on a répondu à la question, je le pense. Autre question, je saute un peu du coq à l'âne, parce que forcément les intérêts sont assez divers. Question d'Olivier, quid du niveau de la dette colossale chinoise dans la situation actuelle? Reprise rapide en Chine, donc nos problèmes? Point d'interrogation. Alors, Olivier, je ne sais pas de quel pays tu es et d'où tu appelles, mais pour te rassurer, la dette colossale chinoise de 300% sur PNB, privé plus public, elle est déjà de 300% au Japon, en Europe et aux US. Donc, avec ce que les US vont être obligés de mettre sur la table, compte tenu de la manière dont ils traitent cette crise sanitaire qui fait qu'on va malheureusement être obligé de vous isoler, je pense, plus longtemps que prévu, le problème de la dette chinoise, c'est rien à côté du problème de la dette européenne, japonaise et américaine post-virus. Donc la manière dont on va s'en tirer, malheureusement, il n'y a qu'une solution, c'est qu'on a des taux à zéro pour très très longtemps. Donc pour te donner une idée, la balance sheet de la Fed après 2009 s'est augmenté de 4 trillions de dollars, donc c'est 20% du PNB, et là on dit qu'on va apporter de 4 à 8.
Donc, donc c'est 40% de PNB et c'est exactement là où est la Banque du Japon. Donc en fait, on devient tous japonais, sauf si on arrive à générer cette nouvelle croissance. Et cette nouvelle croissance, on va pouvoir la faire que par de la productivité et je n'y crois que par de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain, parce qu'il y aura toujours de l'humain, toutes ces données, faire du smart data. Je ne crois pas au big data. Donc je ne crois pas à l'approche chinoise de dire les données, on va être les meilleurs du monde, parce que c'est comme les restos aux US. Moi, quand il y a un resto aux US qui dit eat as much as you want, j'y vais jamais parce que je sais que c'est dégueulasse. Donc ça, c'est le big data. Moi, ce que je veux, c'est le smart data, c'est-à-dire réfléchir à une chaîne de valeur et dire c'est cette donnée-là qui a vraiment de la valeur. Et c'est celle que je veux choper. Et ça, c'est comme ça que j'aime bien aller au resto à New York, chez le bon resto du York plutôt que le eat as much as you want. Donc, mélange de technologie, je ne crois pas du tout à la décroissance, mélange de technologie et on remet un peu d'humain. Et avec ça, on aura, je pense, nous, Européens, sur ce côté rajouter de l'humain, on va avoir un avantage compétitif indéniable vis-à-vis des Américains et des Chinois, ça j'en suis persuadé. Alors, je reste sur la Chine avec une autre question de Stéphane cette fois-ci. Est-il possible que l'économie chinoise redémarre à contre-courant de la crise mondiale, qu'elle soit le moteur du retour à la croissance? Et c'est vrai que, bon, moi, il se trouve que je regarde les biens de consommation et on voit qu'il y a 80% des boutiques en Europe qui sont fermées, qu'il y a 100% des boutiques en Amérique du Nord qui sont fermées. Mais on a le sentiment que en mainland China, en tout cas, on est en train d'arriver vers une certaine stabilisation, voire un rebond de la croissance sans doute mi- ou fin avril. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette possibilité que l'économie chinoise redémarre à contre-courant du monde? Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Moi, j'ai commencé mon métier il y a 30 ans où c'était assez simple. Quand on était investisseur européen, on regardait ce qui se passait en Californie. Parce que ce qui allait de Californie allait à New York, ensuite allait à Londres, Paris, et puis ensuite ça allait en Asie. En 2009 déjà, je vous rappelle, si on est reparti en 2009, c'est parce que la Chine à l'époque a mis 4 trillions de yuan sur la table en novembre 2008. Et nous, notre bourse occidentale, elle a réagi qu'en mars 2009, avec 6 mois de décalage. Aujourd'hui, la Chine, depuis le début du mois de mars, repart très fortement. Vous pouvez lire tous les jours dans le Wall Street, dans le New York Times et dans le Financial Times que ça ne repart pas, que ce n'est pas bien. Ça fait partie du China bashing, mais la réalité, c'est que la Chine repart. Alors que et le principal problème qu'elle a, c'est qu'elle voit qu'au second trimestre, la demande des US et d'Europe va s'écrouler. Et que donc, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est non pas ce qu'elle a fait en 2009, nous sauver. Donc vous qui êtes aux US, je vous rappelle que GM était en faillite en 2008 et que c'est la Chine qui l'a sauvé, parce que GM a fait 100% de ses profits dans la décennie en Chine, 100% de ses produits mondiaux. Là, les Chinois disent, cette fois-ci, les US, on les laisse tomber. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va distribuer des vouchers. Aujourd'hui, à Ningbo, vous pouvez avoir des vouchers d'entre 10 et 50 dollars US pour consommer en Chine. Et c'est comme ça que le gouvernement chinois dit mon argent va booster la consommation du second trimestre au moment où l'Occident s'écroule. Donc, de toute façon, si la Chine ne repart pas, là, il n'y a pas de cycle qui repart. Donc, il faut qu'on se mette dans la tête que désormais, les cycles économiques finissent et commencent en Chine. C'est pour nous une révolution. D'accord. Merci. Encore une fois, je saute du coq à l'âne. Eric, tu ne penses pas que les GAFA ont pris un avantage définitif? Ah ben non, les GAFA vont dans le mur. Les GAFA ont un énorme problème. Facebook est un truand qui m'a volé mes données sans que je sache, donc maintenant je suis au courant, donc je ne dis plus jamais. Donc Facebook n'a plus de... y compris aux US, la jeune génération, enfin les 15-20 ans ne vont plus sur Facebook, donc Facebook a un énorme problème. Amazon, comme je vous ai dit, n'a pas compris, s'ils n'avaient pas le cloud en matière de commerce, ils n'ont pas compris le social commerce, donc ils permettent le buying as opposed to shopping, donc ils ont un gros problème pour se réinventer. Google est attaqué par Amazon, justement parce qu'Amazon voit qu'il a un problème. Donc vous avez vu que la pub, il y a 10% de la pub en 18 mois qui est passée de la pub digitale, qui est passée de Google à Facebook parce que Google fait du search non-monetizable. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quand Victor Hugo est né, Google vous le donne, mais quand Erwan va acheter ses Nike, il va sur Amazon. Donc le dernier c'est Apple. Apple a eu ce truc incroyable
qui est le smartphone. On n'a jamais eu un produit de consumer électronique comme ça, qui soit planétaire en l'espace d'une décennie. Maintenant, ça n'est qu'un. Le marché est pleinement pénétré, marché de remplacement. Apple doit se réinventer, donc ils nous ont fait des oreillettes, c'est sympa, mais ça ne va pas passer de 1 trillion à 2 trillions de market cap dans les 10 prochaines années. À l'inverse, il va y avoir des sociétés qui vont, comme le smartphone devient les données, c'est ça la clé des 10 prochaines années, il va y avoir de nouvelles sociétés qui vont se monter, qui vont réussir à monétiser les données. Ou créer, et c'est justement, vous les French Founders, c'est justement ce qu'il faut que vous fassiez, que vous créiez tous ces nouveaux business models qui vont être autour de la monétisation des données. Et on va essayer de mettre les Chinois et les Américains en concurrence pour dire, si vous les rachetez, vous les rachetez une fortune et l'argent est pour vous. D'accord. Juste, si je peux rien ajouter, les cycles économiques, tous les 10 ans, on a une crise. 2001, Ben Laden, 2009, subprime, là, 2020, le corona. Les leaders ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours ce qu'on appelle, nous, en finance, un change in leadership. Et on a exactement la même chose. La manière de le comprendre, c'est en géopolitique. Vous voyez bien que le leadership mondial, qui était anglo-saxon, UK-US, est en train de s'effondrer avec 2 clowns au moment où le soft power, enfin, le problème, c'est que ce n'est pas un soft power, c'est un sharp power chinois qui est en train de monter une marche. Après, 2009, c'est le retour de la Chine sur l'échiquier. 2020, c'est la Chine monte une marche. Donc, elle n'est pas numéro 1 mondial, mais elle monte la fond. D'accord. Merci David. Une question encore une fois sur un sujet complètement différent, mais qui est évidemment un sujet d'actualité parce qu'on voit toutes les frontières qui se ferment et des compagnies aériennes qui sont sous pression et des vacances annulées. Question d'Antonio, le secteur du tourisme va-t-il changer structurellement? Alors moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que quand j'ai mes copains à Paris qui sont confinés, vous savez pourquoi ils hurlent vraiment? Ils disent tous les avions sont pleins pour le week-end du 1er mai et du 8 mai. Donc la réalité, c'est que là, vous allez être confinés pendant 6 semaines. Si je vous libère, enfin 6 semaines, je ne sais pas, 4, 5, 6, on verra. Le premier truc que vous allez avoir envie de faire, c'est de voyager. Donc il va falloir réorganiser le truc, ça c'est clair. Mais moi, on m'a déjà dit en 2001, on ne va plus jamais voyager parce qu'il y a le terrain, on va tous faire des vidéoconférences comme on les fait aujourd'hui. En réalité, vous savez que les vidéoconférences ont boosté le trafic aérien. C'est un truc, c'est très contre-intuitif, mais tout simplement parce que quand vous vouliez acheter un produit, quand vous étiez confiné dans votre bureau, vous disiez, tiens, je vais appeler avec la vidéo, je vais appeler des fournisseurs partout dans le monde. Vous avez créé de nouvelles, et vous êtes ensuite, vous avez pris un avion pour aller visiter ces gens. Donc, moi, je vous conseille, c'est peut-être un peu tôt, mais en bourse, le secteur du tourisme, vous allez doubler, tripler, quadrupler votre argent. Parce qu'il va toujours y avoir des compagnies aériennes et on va toujours avoir envie de se balader aux quatre coins du monde. Ça, pour moi, il n'y aura aucun changement. J'ai entendu cette histoire en 2001, en 2009. À chaque fois, V-shape recovery, dès qu'on peut, on se remet à voyager. Ouais, après, je pense qu'il y a pas mal de clientèles qui n'ont pas les moyens, qui n'avaient pas les moyens jusqu'à présent de se payer des voyages et qui le coût du voyage baisse décennie après décennie. Et la clientèle chinoise, il y a encore une pénétration en termes de passeport qui est très faible et une envie de découvrir le monde qui reste a priori inchangée, même si dans le court terme, on n'a pas un gros incentive à essayer de sortir de ces frontières. Si je peux ajouter, la Chine est le seul pays à ne pas annuler ses commandes d'avions. Alors, je pense qu'ils les renégocient comme des bêtes, malheureusement, mais, et de même, ils se goinfrent de pétrole à 25 $ en disant « mais j'ai jamais vu ça ». Donc, ils doivent essayer d'acheter le pétrole de la terre entière pour les 10 prochaines années à ce prix-là. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas être stupidement optimiste, mais il va y avoir un monde demain. Mais par contre, encore une fois, je le répète, comportez-vous bien aux US, restez chez vous, faites comme les Californiens, histoire qu'on en ait pour 6 semaines et qu'on n'en ait pas pour 6 mois, parce que 6 mois, on est tous morts. 6 mois, c'est 1929, et enfin, moi je suis bust dans 6 mois. Et je pense que vous l'êtes aussi. Donc, il faut bien se tenir. Alors, j'ai des questions sur les milieux financiers, notamment une question d'Éric. Est-ce que selon toi, les banques traditionnelles, est-ce qu'il est encore temps pour les banques traditionnelles de se réinventer? C'est un peu comme Publicis, hein. Je pense que c'est foutu, parce que les taux d'intérêt à zéro, c'est la mort des banques.
Donc là, on a une certitude au milieu de toute cette incertitude, on a une certitude, c'est qu'on a des taux à zéro pour très, très, très longtemps. Et il faut se souvenir qu'un banquier, c'est un type qui gagne de l'argent quand il dort et qui en perd la journée quand il commence à travailler. C'est un peu comme, vous savez, la définition des diplomates par Aristide Briand, il disait ils sont dangereux que quand ils commencent à travailler. Bon ben, les banquiers, la manière dont ils gagnent de l'argent, c'est que vous avez une yield curve qui vous permet, la nuit, vous empruntez à zéro et vous chargez vos clients 2%. Et la nuit, vous gagnez de l'argent. Et là, en fait, on leur dit, la nuit, c'est un parking. Tu as dormi, il faut que tu payes 75 bips à la BCE. Et donc, ils sont morts. Donc, malheureusement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que la TechFin est vraiment le secteur des 10 prochaines années, pour moi, c'est que, vous savez, les banques européennes, elles traitent à 0,5 fois la book value. Donc, elles ne peuvent même pas lever du capital, parce que c'est beaucoup trop dilutif. Donc, ils sont justes, enfin, c'est ce qui s'est passé. Et là encore, il n'y a pas besoin d'être un devin. Vous regardez les banques japonaises des 20-30 dernières années et vous avez les banques européennes pour les 10-20 prochaines années. Donc, il faut faire comme Erwan et écrire des bouquins en se faisant payer par une banque la journée, c'est absolument génial. Mais il ne faut pas écrire. Enfin, je vous rappelle que HSBC, tu me corriges Erwan, mais qui est la première banque européenne, vient de mettre 9 mois, c'est ça, à trouver un CEO. C'est ça? Je ne me trompe pas? 9 mois? Il est confirmé. Il est confirmé. Voilà. Donc, si la banque était vraiment un secteur d'avenir, je pense qu'il y aurait des gens qui auraient été intéressés pour devenir CEO d'HSBC. Et là, comme il n'y avait vraiment, vraiment personne, ils ont été obligés de nommer le type de l'intérieur dont ils ne voulaient pas. Donc ça, pour moi, c'est un signe plus important que de longs discours. Alors, je ne peux pas commenter, mais j'ai une autre question sur la finance. Par HSBC, non, French Founders, non? Non, non, non. On a un autre partenaire, on a plein de partenaires. Tu sais, nous, en cette période de crise, on est dans l'entraide mutuelle, on ne fait pas de publicité, Bon. sauf pour nous. Fais-toi payer d'avance quand même. T'inquiète. J'ai une autre question sur la finance de la part de Jean-Guillaume. Quid de la digitalisation, tokenisation des actifs financiers? Alors, ça, j'y crois beaucoup. Et notamment, je pense qu'un des grands changements… Normalement, une crise comme ça devrait déboucher sur une nouvelle monnaie. Et je pense que la nouvelle monnaie, elle sera digitale. Et là encore, ce sont les Chinois qui sont en avance sur tout le reste. Et ils savent que leur RMB ne sera jamais convertible. On n'acceptera jamais leur dictature, etc. Donc, on n'aura pas confiance. Et donc, ils disent, un des participants précédents a dit qu'il y avait 300% de dette, donc il pensait que la Chine était en faillite. Donc, on va créer de nouvelles monnaies digitales, où il y aura peut-être un dollar digital si les Américains sont bons, tout simplement parce qu'on pourra en contrôler l'utilisation. Donc, par exemple, on dira, il y a le token, il y a le dollar de Californie qui n'a le droit d'acheter du real estate qu'avec cette monnaie, vous ne pouvez acheter du real estate que dans ces 3 villes, qui sont les seules 3 villes où on pense que l'immobilier n'est pas surévalué. Mais par contre, à New York, où on paye, à Hong Kong, où on paye jusqu'à 50 000 US le mètre carré, et bien là, votre monnaie, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, l'énorme avantage de la tokenisation ou de la monnaie digitale, c'est que une monnaie, ça doit reposer sur la confiance. La confiance, historiquement, ça venait de la source de la monnaie, c'est-à-dire la banque centrale. Et là, comme les banques centrales, vous avez vu qu'elles vous mettent 40% de PNB en l'espace de quelques mois, donc il y a une perte de confiance, il va y avoir une perte de confiance, et bien vous dites, c'est par l'utilisation, c'est l'emploi de la monnaie que je vais quadriller de manière à recréer cette confiance. Donc ça, c'est un truc, oui, c'est un secteur où il faut bosser. D'accord. Merci David. Encore une fois, je vais passer sur des sujets complètement différents parce que c'est vraiment en fonction de ce que les gens nous envoient. Une question de Charlotte par rapport à la crise. Quel sera l'impact de la crise dans la food industry? Et je pense que ça peut être assez intéressant parce qu'en effet, peut-être que cette crise permettra une prise de conscience sur potentiellement la malbouffe, sur ce que j'ai évoqué par rapport au phénomène locavore, sur le fait que les consommateurs peut-être vont se poser plus de questions. Vu qu'un pangolin peut avoir un tel impact sur le monde, peut-être qu'on regardera de plus près. Donc, quelle est ta vision sur une potentielle évolution de la food industry suite à cette crise?
Le problème, le food, nos grands-parents dépensaient 30% de leurs revenus dans la bouffe. Nous, on est à 10%. Donc, en fait, on ne bouffe que, enfin, surtout vous aux US, vous ne bouffez que de la merde, qui est le résultat de 30 années de déflation. Donc, il y a une prise de conscience, surtout dans la génération millennials, que, typiquement, et pour que vous compreniez, nos grands-parents mettaient 10% dans l'immobilier, et nous, c'est monté entre 30 et 50. Donc, en fait, c'est immobilier contre bouffe. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez des millennials qui disent, nous, on n'aura jamais d'appartement, on n'aura jamais 100 mètres carrés à 15 000 euros ou à 20 000 US. Donc, en fait, on laisse tomber, et par contre, on veut manger correctement. Et donc, l'espoir, c'est qu'il y ait une réinflation alimentaire. La réalité, pour avoir investi dans ce domaine, c'est que le challenge, c'est que les gens n'ont pas d'argent et qu'ils ne sont pas prêts à dépenser plus, mais ils veulent de la nourriture de qualité. Et le seul moyen économique d'avoir des repas équilibrés à un coût acceptable, y compris pour les gens aux revenus limités, c'est la nourriture végétarienne. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse, ce que je vous conseillerais, c'est de vous lancer dans ce secteur avec une grande différenciation entre ce qu'on appelle le bio et la bio. C'est-à-dire que tous les supermarchés, les hypermarchés vont vous faire le label bio n'est pas déposé. Donc, c'est une énorme arnaque qui vous permet de mettre jusqu'à 10% de saloperie. Et en revanche, il y a là où il faut que vous fonctionnez, c'est la bio, véritablement des produits véritablement sains. Il faudra qu'ils soient végétariens parce qu'autrement, vous n'aurez pas la structure de goût. Et j'espère bien que dans les 10 prochaines années, il va y avoir une nouvelle vague et que ça va marcher. Donc, secteur, il y a une révolution à faire dans la nourriture. Et by the way, le digital aidera, parce que vous allez créer des supply chains. Pour créer des supply chains de fournisseurs qui respectent vos règles, il vous faudra une blockchain et il vous faudra inventer une supply chain intelligente. Merci David. Je regarde juste l'heure. Je pense qu'on va s'arrêter. Une ou deux questions, je vois que ça défile. Tu peux encore prendre une ou deux questions et puis on conclura pour rester. J'ai une question là d'un entrepreneur, à mon avis, qui se pose des questions en termes de financement. Julien, qui demande comment les boîtes peuvent passer à la digitalisation où il faut investir dans un moment où elles génèrent zéro revenu. Comment jongler en fait avec ces contraintes aujourd'hui? Aujourd'hui, Julien, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais malheureusement, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller prendre l'argent de l'État. Parce que la réalité, je ne connais pas ton entreprise, mais il est fort possible que ton chiffre d'affaires soit zéro dans les 3 prochains mois. Donc, si tu es en France, de manière très intelligente, quand même, le président Macron a mis 300 milliards d'euros de garantie bancaire sur la table. Donc, tu vas voir ta banque commerciale, son prêt est couvert à 90% par l'État. Donc, il est prié de te prêter 3 mois de chiffre d'affaires tout de suite. Il faut que tu te pointes tout de suite pour choper ce fric avant qu'il n'y en ait plus. Mais 300 milliards, là encore, mettons les choses claires. Le PNB français, c'est 2 trillions, 300, c'est 15% de PNB. Sarko a émis 50 milliards, mais on est à 300 milliards. Enfin, ce qu'on est en train de faire est absolument démentiel. Donc, il y a un transfert d'argent du public au privé. Il faut absolument que tu te tournes vers l'État parce qu'autrement, tu ne vas pas tenir. Et c'est valable pour tout le monde. Le premier truc que vous devez faire avant d'appeler vos clients, c'est piquer le maximum de fric que vous pouvez de l'État parce que, compte tenu de ce qu'on va faire les New-Yorkais, je ne sais pas aujourd'hui si ça va durer 6 semaines ou si 1 pour 6 mois. Allez chercher de l'argent tout de suite, c'est ça? Absolument. Parce que allez chez HSBC, il y a garantie bancaire 90% de l'État en France. Foncez. Alors, donc là, je passe de sans doute l'entrepreneuriat au salariat. Une question d'Emmanuel sur justement comment on se fait payer. Voyez-vous de nouvelles tendances de rémunération des employés entre le fixe, le variable, les objectifs, le long terme, etc. Comment j'incentivise les salariés à l'avenir post-crise? Je pense pas qu'il y ait un changement. Enfin, moi j'ai toujours été très partisan de très forte rémunération variable
et qui pour moi doit être un mélange de cash pour que… En fait, la rémunération fixe doit permettre à la personne de vivre, parce qu'il faut que le soir, il puisse dormir et manger. Et ensuite, idéalement, doubler au moins, pour moi, des incentives de 20% du fixe, c'est pas bon. Il faut être à 30, 50 et 100% en fonction, plus on monte dans l'échelle. Et je suis un grand partisan des stock options. Après, dans les startups, moi, tous mes packs d'actionnaires, c'est au bout de 2 ans, si tu as fait tes preuves, tu as des actions, good liver, bad liver. Si tu n'es pas bon, tu repars avec quasiment rien. Si tu es good liver, ça sera beaucoup plus important en termes de rémunération que ce que je t'aurais payé comme salaire. Il faut absolument aligner les intérêts parce qu'autrement, ça ne marche pas. Je pense que le challenge, ça a plus être purpose. Après ça, tous les gens se posent plein de questions. Il y a une anxiété énorme parce que, je vous ai dit au départ, cette crise est sanitaire, donc on ne comprend rien, on n'y connaît rien, donc tout le monde. Donc le premier truc qu'il faut, c'est que vous fassiez, c'est que vous créez, de même que pour vos clients par le social commerce, vous devez créer une espèce d'esprit familial, il faut que vous créiez un esprit familial. Votre boîte est la famille de vos employés. Vos employés ont besoin de famille. Ils n'ont sans doute pas chez eux, donc c'est vraiment purpose, on est là tous ensemble pour changer le monde parce que ce qu'on a fait les 10 dernières années est très déséquilibré sur le plan environnemental, sur le plan financier, que de la dette, sur le plan des inégalités. Donc, on reconstruit un autre monde. Écoute, on est tous ensemble pour changer le monde et on reconstruit le monde. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. David, merci beaucoup pour ton temps. Pour ceux qui n'ont pas pu s'écouter, je pense qu'ils pourront revoir. Il y a encore pas mal de questions en ligne, mais Elsa, peut-être qu'on peut trouver des moyens de connecter les internautes à David. Elsa a la réponse à toutes les questions, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien même moi, tu sais, j'ai la chance d'être extrêmement entourée et la valeur principale du club, c'est de reposer sur nos membres. Donc moi, j'ai une question. Si on m'envoie une question, j'ai toujours quelqu'un, tu vois, comme toi, que je peux actionner, un expert à qui on peut donner la parole. Donc, merci en tout cas à toi, Erwan. Merci à David d'avoir partagé ce moment d'échange. J'ai reçu sur 1000 canaux des félicitations en disant passionnant, duo passionnant, bravo David, merci pour cet échange visionnaire et optimiste, ça défile. On a 2 minutes pour conclure. Donc, cet échange sera évidemment disponible en replay. Je vais essayer de condenser toutes les questions. Peut-être que je t'enverrai avec Erwan un petit doc, si tu peux apporter quelques réponses succinctes si on a des domaines non couverts, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. On fera un feedback pour nos membres sur la plateforme. J'en profite pour dire que là, on mobilise énormément de speakers pour les 4, 6, 8 semaines de confinement qui nous empêchent d'organiser des events physiques. Donc là, on a prochainement Jacques Attali qui va prendre la parole pour French Founders, Bertrand Badré qui est l'ancien managing director de la Banque mondiale. On essaie d'avoir des gros speakers, des speakers spécifiques pour les entrepreneurs, pour les corporates, de couvrir tous les sujets. On va développer une série qui s'appelle S'en sortir, avec les experts du confinement qui vont nous donner des recettes, pas tellement pour vivre aujourd'hui, mais pour comment vivre l'après et se préparer. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, votre participation. Tous les RM de French Founders, les Relationship Managers sont mobilisés. On a une grosse plateforme d'entraide. Donc, tous ensemble, tu disais, David, on est une famille. Ben, écoute, on prend plus que jamais notre sens, notre courage à deux mains et on avance. Donc, merci à tous. Tu veux dire un petit mot pour conclure, David? On a 1 minute. Oui, ben je vais vous citer Kissinger, parce que c'est quand même un type de 95 ans. C'est là où les US sont absolument merveilleux, c'est que c'est un type de 95 ans qui voit les choses. Et il dit, les 10 prochaines années, c'est machine learning, c'est-à-dire que la machine dépasse l'homme. Et c'est sans doute le même tsunami qu'à la fin du Moyen-Âge, quand on a dit que ce n'est pas Dieu qui décidait, mais que c'était l'homme. Donc, on est dans le bordel le plus total, c'est le bordel monstrueux pendant 6 à 9 mois, mais les 10 prochaines années, on va vraiment se marrer. Ça va être absolument dément.
Super, Je merci vous avais dit qu'il David. était optimiste. Ouais. Je sais pas Stay si safe. voilà. Avec tout notre cœur, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain Merci. épisode. Bye Merci, bye. au revoir. Bye.